plateforme qui s'appelle Opt Academia, qui comprend déjà aujourd'hui des grandes applications qui sont de 30%, et si on exclut les usagers des téléphones à des cibles, 20 à 22%, avec 2G et rarement 3G ou 4G par rapport au 5G actuellement dans le monde. Shalom ta veau de mer, oui, c'est la femme Tamar. Bébé langa, na tombola yesue. Inde langa. Totombola culture, c'est samedi 10 août. Nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Moi, la femme Tamar, je serai là avec beaucoup d'invités, des surprises. Je t'invite, invite aussi l'autre. Shalom, ici c'est Manasseh Senda Manastar, chanteur animateur à Jésus. Rendez-vous à ne pas manquer le 10 août à partir de 14h dans la commune de Kasavubu, dans le stade de Kibwanja, Balobi, Totombola Culture Yamboka. Je confirme ma présence, je serai là. Et j'invite toutes les personnes qui fêtent son anniversaire, c'est moi. Venez nombreux. Je vais chanter pour vous joyeux anniversaire à ma nouvelle version qui est en train de cartonner partout dans le monde. Et même si ton anniversaire était déjà passé, viens, on va récupérer ça. LKH Production et Mao, vraiment le 10 août. Déjà le 10 août, événement et là, n'est-ce pas, c'est qui point ça? Un peu, toi, on a artiste basé bien, mais on a ghetto. Sauf que même le débat c'est côté artistique, musical, bah le mamsou a des personnes au bas au top. Messieurs les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Excellences, à l'occasion de votre visite de travail, la troupe de la police universitaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Soyez les bienvenus. Lyrien, à vous. Son Excellence, Messieurs les ministres de l'enseignement supérieur universitaire, je vais devoir vous lire rapidement les programmes de cette conférence.
Nous allons commencer par l'hymne national. Nous allons devoir inviter le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa pour son allocution. Nous allons faire une petite bibliographie de notre intervenant central du jour. Il y aura l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre du Numérique, sur la thématique annoncée. Et juste après lui, il y aura un petit mot, une présentation de réalisation de la consommation du numérique, comme on peut le dire, dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et universitaire. Et viendra les questions et réponses. Et il y aura un petit mot de clôture du directeur général et l'hymne national. À vous tenir debout pour chanter. Bonjour. La Haute École de Commerce de Kinshasa est honorée de recevoir ce jour pour un banquet scientifique le professeur Dr Désiré Casimir Kolongele Eberande, ministre du Numérique, dans une conférence dont le thème général est « À la découverte du code du numérique de la République démocratique du Congo, enjeux et opportunités pour les entrepreneurs et managers ». Nous lui exprimons d'ores et déjà notre reconnaissance et lui assurons que nous avons hâte de l'écouter pour avoir connaissance du code du numérique en RDC et ses innovations. Cette conférence arrive à point nommé parce que l'enseignement supérieur et universitaire est dans une phase importante de réforme du système d'enseignement licence, maîtrise, doctorat, LMD, sous le leadership de son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, que nous recevons comme invité d'honneur dans cette conférence. Le système LMD a, parmi ses exigences, la contrainte relative au numérique qui, bon gré mal gré, constitue une nécessité et une urgence. À cette contrainte s'ajoute la nécessité de l'implémentation des enseignements ouverts et à distance. Toutes ces contraintes obligent le système éducatif à utiliser absolument et nécessairement les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet, la Haute École de Commerce de Kinshasa, par les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des instituts de l'enseignement supérieur et universitaire, est dans une phase de transformation numérique considérable et profonde par rapport à la gestion du personnel, des étudiants, des finances et que sais-je encore.
Ceci est possible grâce à l'application Opt Academia qui nous permet d'atteindre de meilleurs résultats de gouvernance académique et par ricochet environnemental. Présentement, Excellence, professeur et conférencier du jour, permettez-moi de dire un mot sur l'environnement dans lequel fonctionnent les entrepreneurs et managers, parmi lesquels on peut citer, sans se tromper, la Haute École de Commerce de Kinshasa. En effet, Excellence, professeur conférencier. L'environnement dans lequel le manager et les entrepreneurs évoluent a comme caractéristique un taux de pénétration Internet de 30%, et si on exclut les usagers des téléphones à des cibles, 20 à 22%, avec 2G et rarement 3G ou 4G par rapport au 5G actuellement dans le monde. Une surtaxation du secteur, par exemple, la taxe d'assises sur l'Internet, à laquelle on ajoute la TVA pour tourner autour de 46% pour les consommateurs des produits Internet. Pourtant, cette taxe est appliquée aux produits qu'on décourage, comme les tabacs, le whisky ou les produits de luxe. Nous sommes dans un environnement donc où l'Internet est perçu et vendu aux Congolais comme un produit à décourager. La taxe sur les équipements, qui est aussi très importante, qui a au niveau des douanes et autres procédures d'importation, décourage l'importation des produits originaux, l'accès à des produits de grandes marques, et qui développe des circuits parallèles où les voyageurs mettent des produits dans leurs valises et viennent concurrencer les grandes maisons qui sont obligées de passer par les circuits classiques. Je voudrais citer par exemple Samsung qui s'est définitivement retiré sur le marché de la République démocratique du Congo, concurrencé par les commerçants qui utilisent les circuits informels et plus pire encore, ceux qui favorisent les produits contrefaits. La séparation des produits et services qui par ailleurs sont fusionnés, comme l'usage des SMS, des appels, de l'Internet. Sous d'autres cieux, on n'a pas besoin d'acheter les données et puis on active les données d'appel. C'est un même produit qui vous donne et la télévision et les appels et toute la communication de manière intégrée. Surfacturation ou bien une multiplication des factures un même produit. Il y a le faible déploiement des infrastructures à haut débit comme la fibre optique, surtout dans le milieu rural, et manque de collaboration entre le ministère des Télécoms et des Travaux publics, ce qui faciliterait une planification cohérente. Je me rappelle, pour le pays comme la Tanzanie, il a fusionné pendant 10 ans ces deux ministères pour que les routes, le port intègrent les infrastructures des télécoms de manière définitive avant de les séparer. Somme toute, nous sommes convaincus que par cette conférence, nous aurons suffisamment de lumière sur toutes ces questions et tant d'autres, et surtout en mettant l'accent sur ce nouveau texte, cette ordonnance, ce code du numérique qui vient donner de lueur, de lumière sur cet environnement opaque qui n'est pas pro-numérique. Ce faisant, nous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général de la Haute École de Commerce. Nous allons devoir faire un petit exercice de présentation de la biographie du professeur Désiré Cachemire et Béran Kolongele. Béran Kolongele, ministre du numérique de la République démocratique du Congo, est un avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est docteur en droit et une personnalité politique de la RDC. Il a été nommé
directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, un certain 12 mai 2020, et le 12 avril 2021, il a été nommé ministre du numérique dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Apparemment, son Excellence maîtrise bien les secrets du chiffre 12, parce qu'après ça se suit du 12 mai au 12 avril. Depuis 2011, il est professeur de droit à l'université de Kinshasa et l'université catholique du Congo et à l'école supérieure de management de Kinshasa, MSK, chargé des enseignements de droit des sociétés, du droit commercial général, le droit des contrats spéciaux et le droit pénal des affaires. Toujours à la même année 2011, au regard de son expertise, il a été respectivement consultant au ministère de portefeuille des Finances, de commerce extérieur de la RDC, du grand programme COPIREP. Il nous a donné plusieurs dirigeants des institutions para-étatiques. Et en même temps, il est enseignant dans plusieurs autres universités au niveau international et à travers les pays. On a cité ici l'université de Paris 2, Panthéon-Assas, où il assure aussi des enseignements. On peut dire qu'il est, depuis 18 ans, il est un avocat d'affaires en RDC, à travers plusieurs cabinets, et il est spécialisé sur ces questions de plus sociétés, des banques commerciales, spécialisées dans les domaines prioritaires et posant des actes principaux suivants. 2012 comme directeur du Centre d'expertise et d'actualité en droit des affaires, en sigle CEJADA. Nous ne pouvons pas résumer, Excellence, tout votre parcours. Souffrez que nous présentons juste un liminaire pour permettre à l'assistance de vous écouter. Respectueusement, je vous invite Son Excellence à rejoindre l'estrade pour... Ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, chers collègues et frères, non seulement dans le cadre de l'enseignement, mais aussi et surtout de proximité, parce que nous avons eu cet honneur de pouvoir être voisins pendant plusieurs temps, et ça nous a rapprochés davantage. Donc je suis très honoré de pouvoir prendre aujourd'hui la parole en votre présence et en présence de cette communauté universitaire ici présente avec toute sa diversité. Monsieur le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Mesdames et Messieurs les membres du corps scientifique, chères étudiantes et étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. C'est avec une grande fierté et un immense bonheur que je me tiens aujourd'hui devant vous et prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de cette matinée scientifique qui est consacrée à la vulgarisation du code numérique et laquelle activité est organisée justement par cette école prestigieuse de commerce de Kinshasa. Avant toute chose, je voudrais féliciter l'institution et ses animateurs pour les efforts, mais surtout les prouesses engendrées ou enclenchées en matière de digitalisation dans les systèmes de l'enseignement. Les peu que j'ai pu voir aujourd'hui, ce matin, m'a bluffé. Et je ne voudrais pas ne pas féliciter l'équipe dirigeante de cette haute école de commerce pour avoir traduit tant bien que mal
même dans des conditions difficiles, la vision du chef de l'État en matière de digitalisation, parce que c'est un secret de polichinelle qu'aujourd'hui, le chantier de la digitalisation en tant que pilier dans l'action gouvernementale est pour la première fois dans notre pays une vision bien éclairée du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous vous en souvenez, dès son accession au pouvoir en 2019, il avait déjà eu cette vision de pouvoir faire du numérique un levier important d'intégration, de bonne gouvernance et de croissance économique et de progrès social, en mettant en place un document très important qui est le plan national du numérique. Eh bien, dans ce plan national du numérique, le chef de l'État a eu la vision de pouvoir hisser notre pays au diapason monde, c'est-à-dire de commencer à utiliser la numérisation non pas comme un fardeau, mais plutôt comme quelque chose de normal qui puisse accompagner le développement non seulement de nos institutions, mais également le développement de nos populations. C'est pourquoi, pour la première fois, le chef de l'État a eu l'idée de créer un ministère à part entière. J'ai entendu tout à l'heure, je crois, dans les mots prononcés par mon prédécesseur, où il avait spécifié l'idée d'un pays africain qui avait le projet justement de fusionner, n'est-ce pas, deux ministères dans l'optique d'une vision. Et ici, le président de la République a eu cette vision-là de créer en 2021, n'est-ce pas, un ministère tout dédié au développement du numérique dans notre pays. Et j'ai eu la grâce, le bonheur et la chance d'en être, n'est-ce pas, le pionnier, le tout premier. Même si aujourd'hui on est revenu à une formule, n'est-ce pas, de pouvoir fusionner à nouveau le ministère du numérique et le ministère de Pétentique de l'époque, et qui devrait, comme sous autres cieux, prendre, n'est-ce pas, la dénomination du ministère de l'économie numérique. Dans d'autres pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça montre justement que aujourd'hui, le numérique n'est plus un luxe, mais le numérique devient comme un des moyens de vivre, un des moyens de se situer dans la société mondiale, dans la société globale, qui est de plus en plus une société qui tend vers la dématérialisation de tout ce qui est service, de tout ce qui est prestation, n'est-ce pas, et de tout ce qui est différents systèmes d'échange et de partage des informations et des données. Voilà pourquoi, après avoir eu cette vision, il nous avait été confié une responsabilité très importante de pouvoir asseoir le numérique dans notre pays comme étant un secteur porteur. Il n'y a pas meilleure façon, chers amis, chers étudiants, chers professeurs, de pouvoir développer un secteur aussi important qui n'a pas que des avantages, hein, parce que je signale que le numérique n'a pas que des avantages. Le numérique a certes plusieurs avantages qu'on peut citer à l'infini. Nous avons aujourd'hui la transparence, la traçabilité, la rédivabilité. Vous pouvez, en étant d'accord, et la démonstration a été faite ce matin par, n'est-ce pas, le DG, qui a montré combien en peu de temps, par son téléphone seulement, il pouvait suivre les mouvements de tout ce qui était comme paiement de frais, n'est-ce pas, universitaires ou autres, par son téléphone. Ça réduit quoi? Ça réduit tout ce qui est fraude, parce qu'on peut savoir en un instant T qu'à telle minute, à telle heure,
l'université a dans son compte tel montant qui vient de tel. Et donc, du coup, les doublons. Du coup, ce que nous avions avant, j'ai perdu des reçus pour les paiements. Ce problème ne se pose plus parce que, au travers de la plateforme, de l'application qu'il a, il peut suivre tout cela. Donc, c'est un avantage. La transparence, la redevabilité, la traçabilité. C'est un avantage, mais cet avantage cache derrière aussi une forêt d'incertitude si vous ne l'appliquez pas bien. Parce que vous pouvez vous faire hacker. Il y a des individus qui peuvent générer dans les systèmes des informations fausses ou qui peuvent aussi détruire des informations. Et tout cela est un danger. Voilà pourquoi, dès lors qu'on s'engage dans les secteurs du numérique à aller plus loin, il y avait un réflexe, vous me direz peut-être, c'est parce que je suis juriste de formation, mais c'est un réflexe normal de pouvoir organiser, de pouvoir réguler les choses. Et la régulation passe par quoi? Passe par la mise en place d'une réglementation. Et donc, ça, c'était les tout premiers piliers que le plan national du numérique pose. Si nous voulons asseoir le secteur du numérique dans notre pays, nous avons plusieurs piliers. Un des piliers, c'est la réglementation du secteur. Un deuxième pilier, c'est que le numérique ne fonctionne pas dans les villes. Il faut mettre en place un certain nombre d'infrastructures, des bases, qui vont permettre à ce que l'on développe les systèmes. Et c'est ce qui est difficile actuellement à mettre en place, les infrastructures. Parce que, qui dit infrastructure, dit quoi? De l'argent. C'est un luxe, hein? On doit se le dire. Le numérique est un luxe. Or, qui veut le luxe doit mettre les moyens. Si aujourd'hui vous voulez avoir une veste fabriquée par notre tantine du coin, vous mettrez peut-être un montant 100 à 150 peut-être $. Mais si vous voulez de la marque, vous allez aux Champs-Élysées. Vous allez, si notre Champs-Élysées, on vend Jésus le Roc, je ne sais pas quoi, hein, dans des magasins de luxe. Lorsque vous voulez vous doter d'un habit de luxe, vous devez mettre le prix. Et le Congo qui aspire à se doter de ces luxes que nous appelons le numérique, doit se doter des infrastructures qui vont permettre le développement du secteur. Donc c'est le deuxième pilier. En dehors de ces piliers, le numérique fonctionne avec les usages applicatifs. Nous avons plusieurs applications qui sont développées dans les secteurs. Et rien que pour la gestion de l'enseignement ici, nous avons vu qu'il y avait des applications qui tendaient à gérer la situation des étudiants, à gérer ou suivre la situation des finances, ainsi de suite. Donc ça veut signifier que les applicatifs constituent également un secteur important dans le développement numérique. Mais au-delà de la réglementation, des infrastructures, des usages applicatifs, nous avons aussi et surtout la sécurité des systèmes. On ne peut pas trop avancer dans le numérique si nous ne prenons pas soin d'assurer la sécurité des systèmes que nous mettons en place. Cette sécurité-là est mondialement connue sous le vocable de cybersécurité, mais la cybersécurité a un danger devant qui est la cybermenace dans le cyberespace. Et nous allons voir avec vous, en parcourant très rapidement, quelles sont ces menaces. Et enfin, un autre pilier, cinquième, c'est la formation. Nous sommes dans un secteur évolutif. Vous pouvez avoir mis en place une réglementation. Vous pouvez avoir mis des infrastructures. Vous pouvez avoir mis les usages applicatifs. La sécurité, ainsi de suite. Mais vous devez aussi et surtout miser sur la formation. Et c'est sur ces derniers piliers de la formation que l'exercice d'aujourd'hui trouve toute sa raison d'être. Parce que nous participons à la formation des étudiants, les cadres de demain.
à l'ensemble de ces problématiques. Évidemment, vous comprenez que le temps et le cadre de cette conférence qui a été circonscrite par la direction à aller à la découverte du code va m'épargner de ne pas m'étendre sur les autres pays, c'est-à-dire sur la question des infrastructures, sur la question des usage applicatifs, sur la question de la formation, sur la question de la cybersécurité. Je vais m'appesantir essentiellement sur la question de la réglementation et la réglementation issue ici de ce code numérique. Alors, avant d'aller loin, je voudrais préciser que la réglementation dans les secteurs du numérique a plusieurs paliers. Le palier le plus élevé reste le code. Mais en dehors de cela, il existe également des normes et des standards, n'est-ce pas, dans le secteur, n'est-ce pas, du numérique. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut signifier? Ça veut signifier que lorsque un pays veut se développer de manière ordonnée dans les secteurs du numérique, il faudrait que tous ceux des acteurs qui sont appelés à développer le système obéissent à un certain nombre de standards et de normes. Ces standards-là vont permettre quoi? Vont permettre à faciliter les échanges, n'est-ce pas, des données. Parce qu'imaginez-vous que, comme dans une tour de Babel, telle institution publique est en train de développer son architecture numérique en suivant ses propres normes. Telle autre administration vient avec ses propres normes. Telle autre encore. Mais à quel moment toutes ces différentes administrations vont avoir la possibilité de s'inter-échanger des documents? Voilà pourquoi il est très important qu'il y ait des normes, qu'il y ait des standards que l'on doit suivre pour faciliter, n'est-ce pas, les échanges. En ligne peuvent poser leurs questions qui seront enregistrées par notre secrétariat. Exposé. Alors, ma question s'en va vers la direction, puisque vous avez épinglé un point où vous avez parlé du commerce électronique. Alors, ma question, qu'est-ce que le code numérique prévoit pour encadrer toutes ces entreprises-là, parce que la majorité ne paye pas, par exemple, l'IBP ou l'IPR, et quelle est l'approche du code numérique par rapport à ce secteur? Merci. Merci, on peut passer la... d'utiliser correctement la numérisation dans toute son essence. Merci. Merci. En travaillant dans ce domaine de code numérique. La question, je le répète encore, est celle de savoir quelles sont les principales leçons que vous avez apprises en travaillant dans ce domaine de code numérique. Merci. Merci. Eric Chamala, étudiant en informatique, ancien système. Alors ma question va tout droit, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, comment le code numérique de la République démocratique du Congo peut-il favoriser l'émergence? Parce que la haute école de commerce conçoit au moins 3 valeurs, qui est l'efficience, l'excellence et aussi l'émergence. Alors, comment peut-elle l'émergence des opportunités commerciales et entrepreneuriales? Voilà ma question. Je suis enseignant ici en marketing, un PhD en marketing numérique. Et ma question était de savoir, je vais la poser au ministre, dans le gouvernement qui est sorti, nous avons constaté que le ministère du numérique n'est pas reconnu. Et cela veut dire que les efforts fournis peut-être ne peuvent pas être continus, ils peuvent être discontinus. Alors ma question c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez au futur numérique à la République démocratique du Congo. Merci. J'aimerais savoir si le numérique a-t-elle de l'éthique. Si oui, peut-on dire que la sorcellerie fait partie du numérique? Le professeur associé ici à l'école des hautes études commerciales. Je vais réagir à l'exposé du ministre du numérique. Et peut-être une petite question à notre
D'abord, une remarque, une observation, premier commentaire. Vous avez suivi les piliers qui ont été retenus par le gouvernement, qui sont les piliers importants du numérique. Mais je pense qu'il y a des piliers qui ont été négociés, notamment les piliers de la formation. Les piliers de la formation devaient travailler en collaboration étroite avec le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Ce qui arrive lorsqu'on veut mettre le numérique dans un pays, c'est qu'on identifie les établissements et on change les programmes d'enseignement de ces établissements-là pour que le numérique ait un effet réel et que l'on supporte l'intégration du numérique dans les établissements afin qu'on forme les gens qui vont développer les contenus dont on a parlé ici, qui vont développer les piliers des applications et qui vont aussi développer les piliers de l'entrepreneuriat et les piliers de l'infrastructure. Ça n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi. Un autre élément, c'est qu'un pilier qu'on devrait retenir, c'est les piliers de l'entrepreneuriat. Les piliers de l'entrepreneuriat devraient impliquer le ministère du numérique, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, le ministère de la recherche, du commerce et même le ministère de PTNTIC, parce que c'est là que nous devrions former les entrepreneurs pour pouvoir créer les entreprises et que nous nous approprions le numérique. Tel que ça a été développé jusqu'à présent, ça fait que nous-mêmes, parmi les piliers importants, nous allons encore continuer à importer le contenu et donc nous serons esclaves comme nous le sommes dans les banques et dans notre domaine opérationnel. Et ça, c'est un problème sérieux. Aussi, pourquoi vous n'utilisez pas les compétences nationales? Pourquoi vous n'utilisez pas les compétences nationales quand vous donne le ministre? Appelez les gens qui connaissent la chose, ils allez vous emmener dans le problème. Vous l'avez vu. Du côté juridique, bravo, vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous avez fait, parce que vous avez l'entreprise. Mais du côté technique, malheureusement, le travail n'a pas été fait. Je suis désolé, ça c'est un constat, le travail n'a pas été fait, et ça aurait pu être fait si vous étiez accompagné par les experts du numérique. Et nous les sommes, nous sommes là. Nous allons atterrir dans des pays ce n'est pas pour activer quiconque. Je connais le ministre, il a fait beaucoup de travail et aujourd'hui il est capable de vous présenter un code numérique. Bravo, vous partez tête haute. Et la question, c'est celle-ci. Maintenant, pour quitter le numérique qui est réduit au niveau du PT indique, est-ce que pensez-vous que les piliers qui ont manqué ou qui ont été mal gérés pourront être pris en compte par les nouveaux ministres? La deuxième question, je m'adresse au ministre, donc au ministre de l'enseignement supérieur universitaire, qui a fait beaucoup d'efforts. Vous savez, imposer le numérique n'est pas facile. Les gens ont des habitudes, ils ont de l'intérêt à ce que le numérique n'entre pas. Et je le vis se battre bêtement, ici à OHC, avec son directeur général pour que l'on commence le numérique. Mais moi j'ai une crainte. Maintenant, vous partez. Est-ce que vous allez nous laisser les serveurs, les applications et les experts qui étaient dedans où vous partez avec nous? Merci. On va donner la parole à ok. Merci. J'ai d'autres petites questions. Je vais tout droit au but. La première, est-ce que le code numérique a prévu le mécanisme de la gestion administrative, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle e-administration, la gestion, n'est-ce pas, après, avec le ministère de la fonction publique et tout ce qui est procédure administrative? Si oui,
Et comment doit se faire la gestion de la signature électronique qui demande les préalables en la matière? La seconde question. Quels sont les palliatifs prévus par le code du numérique pour contourner la non-disponibilité permanente de l'énergie électrique? Vous allez convenir avec moi que dans notre pays, l'énergie électrique est en train de devenir de plus en plus un luxe. Alors, à quoi servirait le numérique sans une disponibilité permanente de l'énergie électrique? Merci. Je pense que ce que je vais dire, ce sont des questions, c'est une contribution. Bon, quand le ministre a parlé ici, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Mais j'ai un petit problème pour les profils, d'autant plus que je donne cours ici pendant beaucoup d'années. Le ministre a bien vanté le numérique, il a bien mis les assises, tout ça, félicitations. J'en profite pour vous féliciter. Mais ce que je dis, je voulais tout droit vous poser une question pour que vous puissiez nous faire un arrêté. D'autant plus que cette question-là, je l'avais déjà posée au DG passé, je n'avais pas toujours de solution. On me disait toujours que non, ça il faut voir le ministre, c'est le ministre qui doit signer un arrêté. Alors en face, là, j'étais avec le ministre, il est là, il me regarde. Alors je voulais lui dire ceci, lui poser une question, je ne sais pas si lui dire. Nous avons un sérieux problème ici. Vous avez posé la question à nos étudiants, il y en a qui ne touchent même pas l'ordinateur. Et nous avons des salles de laboratoire pour faire les gymnastiques informatiques. Là-bas, il y a aussi des machines en nombre insuffisant et d'autres machines sont en panne. Alors, ne pourriez-vous pas, avant votre départ, signer un arrêté pour autoriser les DG à mettre les coûts de chaque ordinateur au prix de Minerval pour qu'un étudiant, avant d'entrer ici, il a son ordinateur. Comme ça, ça va faciliter la tâche pour les cours de laboratoire. Parce que vous voyez, les cours de laboratoire, nous, professeurs, nous parlons parfois, si c'est une classe qui a 1000 étudiants, nous parlons même à 10 reprises, sans même prime. La prime est vraiment minime, là. Alors, là, nous allons maintenant parler en une fois avec un étudiant qui a son ordinateur de l'entrée de la haute école de finance. Parce que les DG limités, il me dira toujours que non, le ministre n'a pas signé l'ordonnance, l'arrêté. Et même le DG lui-même sera en contact, parce que les ordinateurs, parfois, je viens d'acheter un ordinateur qui est en panne. Alors c'est préférable que le DG lui-même fasse les commandes à partir de l'usine, je ne sais pas qui est à Dubaï, lui-même va se prendre en charge pour que le numérique aille de l'avant à partir de quoi ça de niveau plus bas. Et l'étudiant avec son appareil, et quand j'arrive là-bas, il n'y aura même pas besoin de salle de laboratoire. Je le ferai en pleine classe et je parlerai une seule fois. Merci. Et de parler, voilà. Et de deux, je voulais encore poser une autre question. Il y a des professeurs qui ne sont pas de l'informatique, qui ne savent pas manier l'ordinateur. Alors, je préfère qu'on se le dise. On demande des votes, elles nous donnent toujours des votes sur papier. Et les services d'encodage, il y a mon frère prof qui souffle là-bas, et il commence encore à remettre. Alors, sur ce, je demanderai à mon directeur de faire, nous sommes là, nous pouvons les encadrer avec le Word et l'Excel. Comme ça, nous donnons cours à chaque professeur qui est là, et il sera manipulé, et les codes seront donnés d'une façon électronique. Je pense que j'ai dit et je vous remercie. En tant que pénaliste, monsieur le ministre, je voudrais revenir sur l'article 360 que vous avez évoqué et vous poser directement la question de savoir si les codes du numérique n'a pas pris en compte, en ce qui concerne la responsabilité du relayeur, l'élément intentionnel. Parce que souvent nous partageons des informations sans avoir vérifié si c'est vrai. À partir de quel moment les relayeurs peuvent engager sa responsabilité? Est-ce qu'il y a
un élément intentionnel parmi les éléments constitutifs qu'il faudrait nécessairement réunir pour que les relayeurs puissent engager sa responsabilité. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. C'est dans notre vision avec le comité de gestion des très braves ici pour que cet espace soit un lieu d'échange. Déjà la semaine prochaine, on aura une grande conférence avec l'ONAPI sur les investissements. À la fin du mois, on reviendra sur l'indépendance économique du pays. Je nous invite, chers collègues, de faire de la haute école de commerce un lieu du savoir pour inspirer et être un type de cobaye pour transmettre cette énergie au secteur, au sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Une petite question et puis un plaidoyer. Je lisais dans ces codes du numérique qu'il s'agit d'une infraction de filmer un crime et transmettre ça. Est-ce que cela n'est pas incompatible avec la non-assistance de personnes en danger? Parce que le code, je ne pas retenir l'article, mais dans la première conférence qu'on avait faite avec le professeur Kodjo, on disait qu'il prévoit qu'il est interdit de filmer un crime. Et si on est en train de braquer quelqu'un, vous filmez, vous envoyez dans un groupe WhatsApp, apparemment c'est mauvais selon ce code. Est-ce que cela vraiment n'est pas incompatible avec le non-assistance des personnes en danger, étant donné que sur base des réseaux sociaux, on arrive à sauver beaucoup de vies si quelqu'un est kidnappé ou filmé, vous dites c'est la voiture telle, ainsi de suite. Est-ce que ce code a-t-il prévu une modalité d'évoluer par rapport à la dynamique du secteur du numérique où l'intelligence artificielle génère chaque seconde de nouvelles normes? Quelles sont les dispositions légales, sur votre expertise, qui vont faire en sorte que ce code ne puisse pas vieillir à sa naissance, donc être dynamique, être actualisé? C'est vraiment purement du domaine juridique. Alors je voudrais terminer dire que nous avions prévu aujourd'hui aussi d'inaugurer la présence de l'Internet à haut débit sur notre campus. Nous sommes tombés sur un de vos partenaires, Wireless Sarel, et nous vous remercions parce que ça nous a donné la confiance. Notre autorité de tutelle nous a autorisé. Aujourd'hui ou demain, nous allons avoir tous les enseignants, tous les étudiants accès à l'Internet, pas gratuit, à haut débit, presque gratuitement parce que par jour, l'étudiant va dépenser autour de 500 francs pour se connecter, mais il a accès vraiment à l'Internet illimité 24 heures sur 24 heures, mais sur le site, pas chez lui à la maison. Nous allons tout faire pour que l'Internet soit l'input de l'amélioration de la formation ici. Quand nous allons faire la visite tout à l'heure, vous verrez qu'il y a des antennes déjà installées. Je pense que les dispositions techniques, la fibre optique est déjà là, on est en train de configurer. Ça va nous aider d'avancer. Et l'objectif pour cette année avec l'académie, que je veux demander de s'élever parce que nous nous battons la nuit et le jour, c'est pas facile de consommer ce que nous faisons. On voudrait que cette année, au moins dans chaque promotion, il y ait une évaluation à distance. Au moins, même un TP, où les étudiants vont aller sur la plateforme, avoir accès à un questionnaire, répondre à ce questionnaire, et puis l'enseignant va évaluer. C'est vraiment des devis, et c'est ABC ailleurs, mais pour nous, c'est un devis de quelque chose. Merci, prof, chers collègues. Je voudrais qu'on ne soit pas de regrets, on soit vraiment de pratique. Ceux qui sont des gestionnaires qui sont ici ou qui nous suivent ailleurs, commencez quelque part. Ce n'est pas sorcier comme mon secrétaire général à la recherche veut nous faire croire que c'est la sorcellerie. Non, c'est pratique. Parce que si nous n'avançons pas avec les autres, nous allons être incompatibles avec le système. Un projet pour que les ordinateurs soient accessibles à un coût réduit. Je voudrais remercier un des collègues, le professeur Mpagna, qui peut s'élever. Il fait partie des 27 professeurs qu'on vient de recruter ici à la Haute École de Commerce. Ils sont dans la période probatoire. Il vient de nous aider d'acquérir une centaine d'ordinateurs occasion à Dubaï. Donc le prix sera à $100, mais 8 gigas de RAM, 500 gigas de disque dur. Parce que nos étudiants, ils payent difficilement des $100 de frais académiques. Difficilement. J'ai 8000 étudiants dans les 30 000 qui n'ont pas encore payé. Il faut que les délibérations s'éternisent. Alors, un PC de 8 gigas de RAM, i7 c'est déjà $1000 ici. Mais dans le pays voisin, c'est 300, 400. Parce que
défiscalisation, bien la fiscalisation raisonnable des inputs de ce secteur est un élément clé pour favoriser le numérique. Est-ce que ce code a des dispositions particulières qui seront prises en compte pour que les impôts, les douanes prennent au sérieux que ce secteur du numérique est un levier important du développement du pays? Sinon, nous disons une chose et son contraire. Comment les ordinateurs peuvent être taxés comme le whisky, comme les tabac? C'est vraiment vouloir une chose et son contraire. Je suis donc en train de faire un plaidoyer pour que la réflexion de tous les acteurs du nouveau gouvernement puissent comprendre que le numérique, la prochaine guerre, lorsque vous lisez le livre Le Monde en 2040 de la CIA, la prochaine guerre sera numérique. On n'aura plus besoin de bombes et autres. Il suffit que quelqu'un bloque toutes nos banques, nos aéroports, tout. Il peut tout manipuler. Vous avez vu comment en Russie on a brûlé les coordonnées GPS des avions, les vols qui ne savent plus là où ils sont. Est-ce qu'à ce niveau, nous sommes préparés vraiment à être des acteurs et non des victimes dans ce monde? Je voudrais dire qu'aujourd'hui, la Haute École de Commerce clôture les inscriptions du concours national sur le meilleur talent numérique en RDC. On voudrait lui donner un prix de $2 000. Il va faire un test en ligne, surveillé à distance. Malheureusement, hier, nous étions à 30 candidats pour toute la République démocratique du Congo, alors qu'on a plus de 10 000 étudiants ici en informatique. Je voudrais dire que donc, essayons, à la Haute École de Commerce, on ouvre toutes les opportunités pour faire parler du numérique, être pragmatique et pratique. J'invite les collègues, j'invite mes étudiants d'être accepter qu'on peut apprendre toute la vie et nous allons tous gagner. Et je dis une fois encore, je vous remercie. D'abord, avant de vous donner l'importance, je commence par remercier le comité de gestion, à sa tête le directeur général et l'ensemble de son équipe pour nous avoir invités ici, moi en tant qu'intervenant sur la vulgarisation du code du numérique et mon collègue sur les réalisations de digitalisation qui ont été organisées sous son leadership dans le secteur de l'ESU. Et donc nous avons passé de très bons moments ici, de partage et d'échanges sur les contenus du code du numérique. Cet outil juridique qui est la réponse technique à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui les pionniers, n'est-ce pas, du chantier de la digitalisation dans notre pays, au travers déjà du plan national du numérique, mais aussi et surtout au travers du ministère du numérique et avec les assignations qui ont été données. Donc, nous venions pour partager avec le monde universitaire sur le contenu de cet important document. Et comme vous avez suivi, nous avons expliqué en quoi ce code était important parce qu'il vient fixer un certain nombre de choses. D'abord, les régimes qui s'appliquent aux différentes activités et services numériques. Quand quelqu'un vient dans notre pays pour investir dans ce secteur, il faut qu'il sache à quoi s'en tenir. Quels sont les différents régimes qui sont prévus. Nous avons parcouru, échangé avec notre auditoire, n'est-ce pas, les différents régimes, que ce soit les régimes de la déclaration, que ce soit les régimes de l'autorisation, les régimes d'homologation. Nous avons expliqué quels sont les services pour les démarrer. Il faut obtenir une autorisation, il faut simplement se contenter d'une déclaration ou bien d'une homologation. Il était important également de spécifier les différents types de services et activités numériques qui sont reconnus par la loi dans notre pays. Et nous avons passé en revue la liste de tous les différents services avec ceci que les législateurs, ne pouvant pas tout dire, a laissé une brèche que la liste pouvait être complétée par, n'est-ce pas, arrêté ministériel. Nous avons vu par la même occasion également, on a échangé sur les écrits et les outils électroniques. Il est important que nous, qui sommes du monde universitaire, que nous puissions comprendre que les choses ont changé dans le sens de l'évolution. Aujourd'hui, le règne du papier roi
papier écrit, je ne dis pas qu'il est terminé, mais que ce règne doit faire, n'est-ce pas, aujourd'hui la compétition avec le règne de l'écrit électronique. C'est pourquoi nous avons insisté, notamment pour le monde universitaire qui est friand des outils tech, que les messages WhatsApp, les messages en SMS, les mails, les messages électroniques sous toute autre forme ont aujourd'hui une valeur dans notre pays. Et quand vous échangez cela, vous devez faire très attention parce que ça peut être retourné contre vous comme élément de preuve, à charge ou à décharge. Et évidemment, nous avons expliqué par rapport à cela ce que cela impliquait aujourd'hui. On n'a pas enlevé l'écrit, on n'a pas enlevé les papiers, mais on a accepté que le papier ou l'écrit qui est en format, n'est-ce pas, électronique, puisse également être valorisé. Avec, avec les étudiants et le monde académique sur les contenus. Nous avons précisé qu'il y a aujourd'hui des données qui sont privées et des données qui sont publiques. Les données privées sont celles qu'on appelle des données à caractère personnel, qui ont un régime de protection qui est très méticulé dans la loi. Vous ne pouvez pas utiliser les données personnelles des gens, sauf si vous en avez obtenu, n'est-ce pas, une autorisation préalable dans les conditions fixées par la loi. Mais en ce qui concerne les données publiques, c'est l'inverse. Les données publiques sont en principe de données ouvertes, des open data comme on dit, mais là encore, ce n'est pas, j'allais dire, un boulevard qui n'a pas de feu rouge. Attention, même en ce qui concerne les données publiques, nous avons vu que le législateur a prévu les cas dans lesquels l'utilisation de ces données publiques est interdite. Et nous avons vu par exemple que si les données publiques concernent la sécurité du pays, comme nous sommes un pays en guerre aujourd'hui, il y a des données qui sont stratégiques, liées à la défense de la patrie. Quelqu'un qui, par inadvertance ou par tout autre moyen au hasard, arriverait à être en contact de ces données, ne peut pas les utiliser publiquement parce que ce sont des données qui sont des données protectrices de la souveraineté de notre pays et dont le régime, n'est-ce pas, est soumis à l'autorisation préalable, n'est-ce pas, de l'institution ou de l'organe habilité par la loi. Et au-delà de cela, nous avons fait un point d'honneur à des comportements qui aujourd'hui sont considérés comme étant des comportements répréhensibles, qui sont interdits par la loi et pour lesquels il faut faire très attention. Et on a vu parmi tant d'autres comportements, notamment le fait de pouvoir créer, poster, relayer à travers les réseaux sociaux des fausses informations concernant non seulement des personnes, mais même des institutions. Si aujourd'hui vous commencez à vous attaquer à une institution, à une personnalité de la République ou à un citoyen lambda sur des fausses informations que vous créez ou même que vous relayez en connaissance des causes tout en sachant que c'est faux, eh bien, nous avons considéré que ce sont des comportements qui sont interdits. Vous pouvez faire la prison et payer des amendes. Et on a vu également qu'en dehors de cela, il y a l'utilisation frauduleuse des cartes de crédit, l'utilisation frauduleuse d'une identité de quelqu'un. Nous passons aujourd'hui à la carte d'identité et il y aura un volet électronique de cela. L'utilisation frauduleuse des bulletins de quelqu'un, d'un diplôme de quelqu'un, parce qu'on a vu qu'au niveau de l'école, de la haute école, n'est-ce pas, de commerce ici, la direction a déjà mis en place les formats électroniques, n'est-ce pas, des diplômes. Si quelqu'un s'amuse à utiliser un diplôme d'autrui par voie, n'est-ce pas, électronique, eh bien, ce sont des comportements qui sont interdits par la loi. Et donc, la panoplie de tous les comportements infractionnels, n'est-ce pas, a été donnée à notre, n'est-ce pas, auditoire. Et nous pensons qu'aujourd'hui, que les étudiants savent quels sont les comportements qui sont interdits par la loi, lesquels sont autorisés par la loi et dans quelles conditions. Et tout cela a pour point commun d'avoir d'abord l'usage, n'est-ce pas, des moyens électroniques.
Parce que les moyens papier, ça ne nous concerne pas. Mais les moyens électroniques, c'est ça qui nous concerne. Et puis après, nous avons terminé par l'exigence de sécurité. Parce que nos universités doivent basculer dans le monde futuriste, qui est le monde de l'utilisation de plus en plus, j'allais dire, presque hasardeuse. Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus du côté de l'électronique. Alors, on a également donné l'occasion de passer en revue les exigences de sécurité que le Code du numérique prévoit pour tous ceux qui doivent utiliser la sécurité, mais aussi la cybersécurité, parce qu'il faut faire en sorte que les systèmes informatiques, dès lors qu'ils sont installés, puissent être fiables. Et pour qu'ils puissent être fiables, ils doivent être au maximum sécurisés. Voilà, en quelques mots, l'essentiel de ce que nous avons échangé avec, n'est-ce pas, l'auditoire au courant de cette journée. Excellence, une dernière question. De l'État que je félicite aussi à Passa, dans sa vision, a mis en place le ministère du numérique pour mettre à notre disposition les plans nationaux du numérique. Et donc l'enseignement supérieur universitaire, nous avions adopté à Lubumbashi les plans sous-sectoriels du numérique. Et donc ça a été l'occasion pour moi aussi de présenter de manière brève ce que nous avons fait pour numériser l'enseignement supérieur universitaire. Et de manière brève, on a dit, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Opt Academia, qui comprend déjà aujourd'hui des grandes applications qui sont effectives dans les universités. Opt Solution, qui permet aux gens de payer à travers une plateforme numérique. Et ici à l'IEC, à la Haute École de Commerce, à CNIEC, vous avez vu que tous les étudiants ils payent à travers l'application. Et donc, chaque utilisateur ou chaque niveau de décision, que ce soit les DG ou les ministres, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Ça nous permet d'avoir la transparence, ça nous permet aussi de gérer de manière optimale ce que nous avons comme ressources. La deuxième application aujourd'hui qui est effective, c'est la bibliothèque numérique nationale. Aujourd'hui, tous les étudiants ils peuvent accéder à cette bibliothèque. Les ministères achètent les accès. Par exemple, là, nous avons acheté l'Armata, nous avons acheté d'autres. Nous avons plus ou moins 14 millions de ressources pédagogiques disponibles sur la bibliothèque numérique nationale pour permettre aux gens, même lorsqu'ils n'ont pas de bibliothèque physique, de pouvoir accéder à ces données. Et donc ça a été une occasion pour nous de remercier les ministres du numérique, mais aussi de démontrer à la face des étudiants ce que nous avons pu faire comme application du plan national du numérique dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Merci, Excellence. Vous venez de le voir, c'est un lieu où on est inspiré pour inspirer les autres. Rendez-vous dans les prochaines manifestations scientifiques. À bientôt. Merci. C'est quoi l'objectif de votre conférence? Comme nos hôtes venaient de le dire, l'université c'est un lieu de débat, un lieu de communication. Aujourd'hui, nous avons été sensibilisés sur le Code national du numérique. Demain, ce sera d'autres thématiques. Et c'est ainsi que l'université va continuer de vivre et faire vivre sa communauté. Merci. Merci. Nzambe nanguya ikamwana yo ekamwisaka bola muna yo epesaka ngampe